Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur notre nouveau webinaire. Je me nomme Jedik Makani, secrétaire exécutif de Codenext Africa. Et aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Siak Ovaga, qui est le coordonnateur de Codenext Africa. Aujourd'hui, nous allons statuer autour du thème « Collectez vos données grâce au digital ». Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous allons prendre un instant pour vous présenter Codenext Africa. Alors, Codenext Africa est une entité mise au service des Africains afin de leur briefer sur de nouvelles technologies tout en leur présentant les plateformes actrices de ces innovations. Codenext Africa œuvre pour l'innovation de toute l'Afrique à travers des webinaires. Codenext Africa travaille avec des professionnels certifiés et engagés dans différents domaines. Elle assiste et accompagne aussi des entités dans la réalisation de leurs projets. Mais on ne saurait parler de Codenext Africa sans parler du cabinet CIPI qui a commencé à accompagner Codenext Africa dès le premier webinaire que nous avons tenu. Alors, le cabinet CIPI est spécialisé dans la gestion, dans la digitalisation des manuels, des procédures et outils à la prise des décisions. Et nous rappelons que le cabinet CIPI aujourd'hui est toujours à la recherche des consultants et représentants dans différents pays, notamment dans toute l'Afrique francophone. Et il est possible de joindre le cabinet CIPI par son site cabcipi.com. Alors, à présent, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Nous allons donner la parole à M. Siak Ovaga qui va intervenir autour du thème « Collectez vos données grâce au digital ». Il vous est possible de laisser des questions sur le chat YouTube. Après l'intervention de M. Ovaga, nous allons récupérer ces questions et y donner des réponses. S'il y en a plusieurs, nous allons les filtrer. Merci. Déjà, bonjour et puis je remercie pour la parole qui m'est accordée. Déjà aujourd'hui, nous allons parler et discuter sur le principe de collecter vos données grâce au numérique. Alors, mon thème va se présenter on aura pratiquement 5 points. Il y aura une présentation. Nous allons parler d'abord des formulaires. Nous allons parler des outils à la collecte. Nous allons parler de bases de données et nous allons parler de traitement de données. Alors déjà, je présente Siak Ovaga, je suis gérant du cabinet, j'ai plus de 7 ans d'expérience et mon cœur de métier, c'est dans la digitalisation et tout ce qui est processus domaine de procédure, traitement du workflow, transformation digitale. Et voilà un peu le cabinet que je dirige. Et nous sommes aussi AWS Partner Network et nous accompagnons spécifiquement les institutions et nous sommes vraiment toujours à la recherche des représentants dans certains pays africains pour avoir une vision beaucoup plus africaine. Alors, dès qu'on parle de collecte de données, la première chose la plus importante, c'est les formulaires. Alors, au niveau des formulaires, déjà un formulaire, c'est une interface où on permet à des personnes de pouvoir poser des questions. En fait, quand c'est un ensemble de questions qu'on met sur une interface graphique et on permet à quelqu'un de venir, de pouvoir y répondre. C'est très souvent utilisé pour collecter des données. Donc, c'est une phase, comme on l'a bien dit, c'est une interface de saisie, d'interface une interface et auquel on comporte plusieurs zones. C'est peut-être des données économiques, des données socio-économiques, des données financières, tout dépend de l'objectif des données. Alors, en termes de conseils, généralement, sur la mise en place de tels formulaires, la première des choses, c'est de définir une donnée unique. Parce qu'il faut se rappeler que lorsque on fait généralement des processus de collecte d'informations, il y a beaucoup de données qui arrivent.
Et il faut être capable après de pouvoir identifier quelles données, identifier chaque donnée pour éviter d'avoir des doublons. Et au niveau de la ressource qu'on collecte, être capable de donner un identifiant unique. Généralement, sur ce point, il y a deux approches. Il y a les gens qui utilisent, par exemple, pour ceux qui utilisent le SQL, une incrémentation de l'ID. Il y a pour d'autres personnes qui ne sont pas que dans le SQL, qui sont par exemple dans le NoSQL, qui utilisent le UEG. Alors, c'est comme un code unique qui est généré. Donc, il faut vraiment être capable de pouvoir identifier comment identifier le formulaire et comment, d'après, dans le temps, identifier la ressource qu'on veut collecter. Par exemple, dans le cadre de collecte de données des fonctionnaires, ce serait par exemple l'immatriculation. Dans les cadres de collecte de données d'un individu, ce sera peut-être sa carte nationale d'identité. Donc, il est vraiment très important de pouvoir bien définir quelles données collecter. Alors, identifier les données utilisables pour les statistiques, parce qu'il faut savoir quelque chose, c'est qu'après avoir collecté les données, c'est très important de savoir quelles statistiques sont capables de pouvoir générer, les statistiques qu'on pourra utiliser pour travailler. Alors, au niveau des statistiques, par exemple, il y a des ratios, et ces ratios-là, ou ces statistiques de Camembert-là, peut influer ou encore changer la manière que nous définissons nos questions. Donc, il est important de le faire déjà en amont, de préparer des statistiques pour avoir peur que, après avoir collecté les données, que lorsque l'équipe statistique va générer des indicateurs de performance ou des indicateurs d'évaluation au niveau du suivi évaluation, qu'on remarque que voilà, il y a une donnée qui n'a pas été prise en compte et que bon, on ne peut plus repartir encore sur le terrain pour collecter une donnée. Alors, adapté aux caractéristiques de la ressource. Alors, il faut très bien savoir que chaque ressource a des caractéristiques. Lorsque je parle de ressources, c'est un ensemble de données que nous collectons. Il faut être capable de pouvoir identifier toutes ces caractéristiques, regarder les caractéristiques et voir si ces caractéristiques sont adaptées au formulaire. Les critères de validation des données. Alors, lorsqu'on parle de critères ici, c'est par exemple aujourd'hui, vous faites une collecte sur les individus, ben, un homme ne peut pas être enceinte. Donc, si par exemple, c'est dans la collecte de données, vous voulez demander le nom, le prénom, le sexe, et que dans le sexe, après, il y a une question de vous enceinte, ben non, on ne peut pas être enceinte. Donc, après, souvent, il faut bien définir ces critères de validation de données pour éviter de ramasser du tout et n'importe quoi. Et c'est là que vous allez voir le dernier point, never trust the user. J'ai eu la chance de beaucoup travailler dans des projets de collecte très importants, parfois des collectes nationales. Souvent, les enquêteurs ne fournissent pas le meilleur travail qu'on le souhaite ou parfois font d'une manière aléatoire ou ne comprennent pas. Donc, c'est très important de définir des critères d'éligibilité pour déjà mettre un premier filtre à la récupération de données, s'assurer que, donner un exemple encore pour finir, vous faites une enquête sur les maladies pandémiques. Mais c'est pas, si vous avez mis 1000 maladies, le cancer, le sida, l'Ebola, ce serait difficile qu'une personne trouve toutes ces maladies. Donc, vraiment, il y a ce point sur les critères de validation qu'il faut prendre soin de regarder, d'analyser et justifier. Alors, nous avons ce qu'on appelle les outils à la collecte. Alors, généralement, sur les outils à la collecte, il y a deux approches. Alors, la première approche, c'est l'effet maison. Donc, ça signifie que c'est une équipe informatique qui conçoit une application de collecte qui est adaptée au formulaire. Il y a des préconçus. Alors, les préconçus, c'est des outils qui sont en ligne, soit payants, soit open source, mais des outils qu'on configure. Alors, chaque système a un avantage et un inconvénient. Lorsque nous travaillons sur des systèmes faits maison, sur les systèmes faits maison, déjà, nous avons une meilleure gestion du workflow, mais une meilleure gestion du workflow, parce qu'il faut savoir que c'est vous qui collectez les données, vous êtes capable d'avoir les données et vous êtes capable de pouvoir dire, de mettre en processus. Quand je parle d'un processus, ce serait par exemple de dire que après la collecte de ces données-là, il faudrait faire tel traitement, telle donnée doit aller au niveau de tel service,
telle donnée doit suivre telle opération. Donc, la gestion est beaucoup plus accessible. Vous avez un meilleur paramétrage parce que il peut arriver qu'au niveau des critères de validation de données, que souvent, parfois, des solutions préconçues ne vous offrent pas cette possibilité de faire des critères de comparaison, de par exemple vérifier que si X, Y information est remplie, Z doit correspondre à ça, et s'il ne correspond pas à ça, on peut le considérer comme un message d'erreur. Alors, sur les solutions préconçues, l'avantage la plus importante, c'est la mise en production rapide. Alors, quand on parle de mise en production rapide, c'est que aujourd'hui, vous pouvez définir le formulaire en 1 ou 2 heures. Vous pouvez définir vos formulaires, le mettre sur les plateformes et déjà envoyer une équipe pour aller collecter les données à votre niveau, et vous avez déjà tout un ensemble d'outils qui vous permet de vérifier et d'évaluer à quel niveau se trouvent les données. Alors, ces différents outils, vous avez, c'est pas tout ça, je mets en grand, vous avez Typeforms, vous avez Google Forms, ça c'est vraiment des préconçus. Vous avez des Headless CMS qui est beaucoup utilisé parce que dans les Headless CMS, c'est vous qui définissez plus ou moins votre formulaire, et de ce formulaire-là, ça génère ce qu'on appelle une API, et l'API, vous le connectez à un front-end, donc à une interface graphique. Et là, bien sûr, ça demande un minimum de code encore. Et vous avez des pages fait maison, donc ça signifie franchement que vous concevez tout de A à Z, vous concevez les formulaires, les interactions, ça prend beaucoup plus de temps. Vous avez aussi Kobo Toolbox. Alors, Kobo Toolbox, c'est une solution qui est beaucoup utilisée au niveau de la Banque mondiale, et c'est des solutions de collecte où vous avez la possibilité de définir un formulaire ou de définir un formulaire, et à travers des solutions, voilà, permettre que les gens puissent accéder à toutes ces données. Alors, là, déjà, ce que nous avons dit, c'est que nous avons fait un formulaire, nous avons parlé des formulaires. De l'autre partie, nous avons parlé des outils, mais après, toutes ces données-là doivent être sauvegardées au niveau d'une base de données. Donc, la base de données, c'est juste un endroit où on enregistre toutes les données qu'on a connectées. Généralement, on est sur 2 approches. On a du SQL et du NoSQL. Alors, le SQL, c'est des données qui sont structurées. Structurées, ça signifie que quoi? Que la manière que vous ajoutez ou vous modifiez respecte certaine structure. Et du NoSQL, c'est vraiment pas du structuré, ça prend un peu tout comme données, mais après, peut-être, on pourrait parler d'un autre thème pour parler un peu des avantages du NoSQL et du SQL, mais même dans la vidéo, on va savoir un peu à quel moment, quel est le mieux, un peu sur du SQL et NoSQL. Donc, souvent, les bases de données dépendent de la solution. Si c'est des solutions préconçues, ils ont, et ces solutions préconçues, généralement, ils ont déjà leur SGBD qui sont déjà définis. SGBD, c'est un gestionnaire de bases de données. Et lorsque vous faites une solution à faire maison, bon, c'est là que vous avez un peu plus de liberté à choisir si vous voulez utiliser de l'Oracle, utiliser du MongoDB, du DynamoDB ou encore du MySQL. Alors, déjà, on a eu à dire qu'on a pris le soin de collecter, de mettre dans une base de données. Mais le but de la collecte, ce n'était pas juste prendre le mettre dans une base de données. Mais il faut après prendre ces données-là, être capable d'extraire ce qu'on utilise des ETL, SWOT, Transform Load, donc de récupérer ces données-là. Et généralement, c'est un processus où on fait un apurement de données. Donc, quand je parle d'apurement de données, c'est un processus où on vérifie est-ce que toutes les données enregistrées sont bien, est-ce qu'il y a une concordance, est-ce que les données sont bien enregistrées, est-ce qu'il n'y a pas des notes répétitives, est-ce qu'il n'y a pas des doublons. Donc, c'est tout un processus où on récupère, on transforme et on charge les données, principalement au sein d'un data lake. On va pas noter un data lake. Donc, ça, c'est une phase auquel on a dit, OK, les données sont arrivées, les données sont
sont arrivées, les données sont sauvegardées. Maintenant, il faut maintenant analyser ces données, extraire ces données, transformer ces données, s'assurer que les données correspondent à ce qui a été demandé. Et de là maintenant, lorsque déjà nous avons fait toutes ces phases-là d'appurement, dans des cadres de projet, ça se fait souvent avec les statistiques ou les suivis évaluations. Nous passons à une dernière phase, c'est de mettre toutes les données au niveau d'un data lake. Alors, un data lake, si vous allez voir un peu, c'est une grosse base de données. C'est une base de données très énorme, c'est souvent utilisé un peu dans la big data, adaptée pour des formats de données très volumineux et souvent hétérogènes. Et dans un schedule cluster, ça signifie que c'est une grosse base de données où on a tout qui arrive de plusieurs systèmes. Nous avons des données structurées, des données non structurées, des bases de données, des user cases, des analyses. Donc, c'est une grosse base de données. Et par exemple, très souvent, parfois, les data lakes, si c'est typiquement sur des données de collecte, c'est souvent du NoSQL parce qu'il est beaucoup plus facile de quitter du NoSQL à du SQL puis du SQL à du NoSQL. Donc, c'est une très grosse base de données où toutes les données sont enregistrées. Et c'est là maintenant que les différents systèmes, donc ça signifie que ce qu'on appelle par des partenaires systèmes, parce que quand vous faites une collecte, après arrive au data lake, c'est là que les partenaires au système, ça peut être des projets, ça peut être des sociétés, ça peut être des organismes peuvent venir collecter toutes ces données et de ces données-là définir une politique ou encore suivre un workflow au sein de leur société ou de leur entité. Maintenant, très souvent, à partir de là, vous avez souvent un traitement de données, donc c'est de la BI. Donc, la BI, c'est des interfaces avec des solutions comme l'analyse de données où on donne la possibilité de traiter, de rendre un peu plus visuellement les données parce que imaginez-vous si vous travaillez sur des données sur je sais pas, 100 000 lignes, 200 000 lignes, c'est pas facile pour un décideur ou pour des gens de pouvoir lire toutes les lignes. Mais là, à ce moment-là, ici, c'est qu'on essaie de récupérer des valeurs clés pour essayer d'offrir des indicateurs de performance. Par exemple, pour une collecte sur, par exemple, les fonctionnaires, on va vous dire le nombre d'hommes par rapport à un poste, le nombre de profils, ou je sais pas, le nombre de personnes qui ont un grade au sein d'une entreprise. On pourrait voir, par exemple, la durée de traitement, de tâches. On pourrait, par exemple, voir l'évolution du projet, il y a l'évolution de tâches. Donc, là, ici, là, c'est qu'on essaie de rendre un peu les données beaucoup plus lisibles à n'importe quelle personne et l'ordinateur le fait assez bien. Dans ce genre de cas, on utilise souvent des logiciels d'analyse de données. Alors, ces logiciels d'analyse de données, bon, principalement, je dis principalement, ça ne signifie pas que c'est tout. On a trois, on a Qlik, on a Tableau, on a Power BI et Power BI. Donc, c'est des solutions qui sont vraiment accessibles, qui permettent de profiter une interface. Donc, avec ces solutions, vous avez ce qu'on appelle par des connecteurs de sources de données. Donc, si par exemple, vous travaillez par exemple sur du Power BI, vous avez défini un connecteur de sources de données, alors vous avez des dizaines, des vingtaines. Alors, vous le collectez une source de données. Là, à ce moment, vous avez ce qu'on appelle par une chambre de transformation. C'est là où vous essayez de transformer les données. Et généralement, vous avez une interface graphique où, lorsque vous appelez un schéma, donc un schéma, ça peut être le camembert, le triangle, vous n'avez qu'à mettre les données et automatiquement, le système donne des statistiques et donne des rendus. Et cela, là, vous le prenez, vous le faites monter sur votre serveur. Et parfois, le cas le plus utilisé, c'est vous générer des iframes. Donc, des iframes, c'est
c'est des interfaces que vous pouvez prendre, le mettre sur les sites web et c'est ces iframes-là qui sont peut-être partagés au niveau des décideurs qui peut permettre à des décideurs depuis chez eux, avec un téléphone ou un PC, de pouvoir accéder aux données et surtout de pouvoir jongler avec les données avec ce qu'on propose sur l'interface. Par exemple, essayer d'avoir une évolution sur les courbes d'inscription sur une période. Donc, le gestionnaire peut vraiment, euh, peut vraiment faire tout ce qu'il veut par rapport à ça. Donc, juste pour rappeler, on a eu à parler, pour finir, on a eu à parler des formulaires. Donc, on a bien fait comprendre que là-bas, c'est le formulaire qui sera utilisé. Dans les formulaires, il faut prendre soin de pouvoir savoir quelles données qu'on récupère, toujours avoir une identification unique parce que une donnée, il n'y a pas de problème de se retrouver, mais quand on atteint des milliers de données et qu'il n'y a pas un système de question unique qui s'est fait, c'est difficile. Never trust the user, ça signifie que même quand vous travaillez au sein d'une entreprise qui vous dit que, ben oui, nous, on a déjà un numéro d'identification unique sur le territoire national, sur le territoire national, donc on dit qu'un monde sur le territoire national, vous ne pouvez, vous devez absolument avoir votre système à vous, tout en prenant en compte leurs considérations. Et là, maintenant, vous pourrez, dans le temps, analyser est-ce que vraiment leur code unique et est-ce que dans leur code, il n'y a pas de doublon en termes de données. Alors, on a les outils de collecte de la donnée, donc c'est des outils qui permettent d'aller beaucoup plus vite. Il y a des outils faits maison, donc qui est fait spécifiquement par la société de développement. Et on a des préconçus, malgré qu'on recommande, lorsque vous avez les moyens, de partir sur du fait maison parce que vous maîtrisez mieux le workflow, vous maîtrisez mieux les paramétrages et c'est beaucoup plus facile de pouvoir l'intégrer avec des ETL parce qu'il y a normalement la suite. Avec des systèmes d'appurement de données, vous pouvez intégrer des logiques d'appurement de données. Et de toutes ces données-là, c'est sauvegardé vers un data lake. Donc, c'est juste une grosse base de données qui peut être structurée, non structurée. Ça peut être un espace FTP. C'est vraiment ce que vous voulez faire. Et généralement, dans le cas de données typiquement de formulaire, c'est recommandé un peu le NoSQL parce que dans le NoSQL, la lecture est beaucoup plus rapide. Pour ceux qui travaillent un peu, ils vont remarquer que c'est beaucoup plus rapide, ça coûte moins cher. C'est vrai que bon, si vous utilisez un SGBD comme Oracle, c'est très rapide, mais ça coûte extrêmement cher. Mais travailler sur du NoSQL, vous pouvez mettre en place des big data à des coûts extrêmement accessibles. Et du data lake, après là, on tombe sur de la BI. Donc, c'est vraiment de pouvoir analyser les données et d'être capable de pouvoir définir des indicateurs de performance, des indicateurs d'évaluation, le tout généralement en relation avec le projet suivi évaluation. Donc, je remercie encore pour la parole et pour ces moments de partage. Je reste pour les différentes questions. Merci. Merci, M. Seyac. Nous avons quelques questions à vous poser, notamment la première, pour des petits projets. Est-il possible d'utiliser le data lake avec le but de grandir plus tard parce qu'on ne veut pas peut-être aller d'abord sur les solutions standards et ensuite changer de système après? Est-ce qu'il est possible pour les petits projets d'utiliser directement le data lake? Ok, bon, déjà, pour des petits projets, je recommande d'utiliser des préconçus, des logiciels préconçus parce que généralement, les solutions préconçues ont déjà une petite base de données accessible où vous payez à quelques dollars un data lake. Donc, ça évite de configurer le data lake, de mettre toute une configuration au data lake parce que tout le monde peut accéder au data lake. Et même les politiques d'ajout ou ajout, lecture ou modification, ajout, lecture, modification, suppression
de données au niveau de Talek qui dépend de beaucoup de critères de sécurité. Donc, le mieux pour des petits projets, c'est des préconçus, mais quand le projet atteint une envergure très importante et que c'est des données confidentielles, les données très importantes, c'est mieux de faire du fait maison ou de faire de prendre du préconçu, mais de concevoir réellement un data lake bien structuré, bien sécurisé. D'accord. Alors, dites-nous par rapport à votre expérience entre QLAC, Tableau ou Power BI sur le traitement de données, quel est le plus adapté? Bon, après, généralement, je me dis toujours qu'il n'y a pas une solution qui est mieux qu'une autre. Le tout, c'est vraiment une question d'habitude, une question de fonctionnalité. Par exemple, personnellement, j'aime bien Power BI, mais il y a par exemple, j'ai dernièrement utilisé Tableau qui propose de super statistiques sur de tableaux. Donc, vraiment, ça dépend de la personne, des affinités, des sources de données. C'est vraiment très dépendant. Mais après, généralement, je pense chaque 6 mois, il y a des statistiques qui parlent un peu des meilleures solutions d'analyse de données. Merci pour vos éclaircissements. Alors, dites-nous, quelle est la différence faites-vous entre le SQL et le NoSQL? Alors, le SQL, c'est des données structurées. Donc, pour faire assez simplement, par exemple, c'est d'avoir plusieurs tables et de pouvoir relier plusieurs tables à travers des clés étrangères, des clés primaires. Donc, vous structurez un peu votre format de données. Voilà, sur du NoSQL, les données ne sont pas du tout structurées. Ça signifie que c'est souvent des fichiers de type JSON. Donc, c'est des tests qui sont remplis, vous pouvez prendre une table, vous pouvez ajouter autant d'items, qu'on appelle d'items possibles sur une table, ou autant de champs retirés. Donc, il n'y a pas derrière une logique spécifique d'ajout, de modification, de supprimation, de traitement de données, ce qui est très important au niveau du SQL. Mais après, des deux, il y a des avantages et des inconvénients. Par exemple, au niveau des avantages du SQL, c'est que c'est un peu comme un typage fort pour ceux qui parlent du code. Donc, vous avez vraiment une meilleure gestion de la base de données. N'importe quelle donnée ne peut pas rentrer dans du SQL parce qu'il doit respecter vraiment une certaine structure. Maintenant, du NoSQL, bon, on accepte un peu de tout, mais la force du NoSQL, c'est que c'est le traitement, la lecture, le traitement du NoSQL du NoSQL est extrêmement rapide. Vous pouvez faire un traitement sur du NoSQL à des chiffres qu'on ne peut pas croire. Donc, par exemple, des logiciels comme Stata qui utilisent du NoSQL pratiquement. Donc, voilà plus ou moins un peu la différence entre les deux. Merci, M. Syriac. Merci à tout le monde pour votre participation. Nous arrivons à la fin de notre webinaire. Nous rappelons que M. Syriac Ovaga est le gérant du cabinet CIPI et que le cabinet CIPI jusqu'aujourd'hui est toujours à la recherche des consultants et représentants dans différents pays d'Afrique, notamment dans l'Afrique francophone. Nous rappelons aussi qu'il est possible de se joindre à l'équipe Codness Africa en cliquant sur le site codnessafrica.site mis en description. Il vous est possible de se joindre à nous à travers notre chaîne Slack. Et il vous est aussi possible de devenir partenaire. Nous avons plusieurs sections de partenariat, notamment bronze et gold. Vous pouvez le voir sur notre page Open Collective. À travers cela, vous pourrez devenir notre partenaire. Alors, nous vous disons encore merci. Nous disons merci à tous les représentants. Nous disons merci à tous les partenaires. Et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain week-end. Ciao.